Des hauts lacs glaciaires au grand lac naturel des Vallons, les hommes aiment parcourir la Savoie. Ils viennent randonner le long de chemins en suivant torrents de montagnes, rivières et espaces sauvages. Dans ces lieux, les itinéraires de pêche ne cessent de changer au gré des altitudes. 1854 mètres d'altitude, le village du Monal, première partie du voyage. C'est la Savoie de jadis, celle d'une civilisation rurale et pastorale désormais disparue. Des constructions de pierre, des balcons de bois, des toits de lauze, les habitations du hameau sont en complète harmonie avec un environnement exceptionnel. Jean-Yves Vallat est un habitué de ces lieux. J'aime passionnément les rivières et tout petit, je pense que j'ai été vraiment contemplatif par rapport aux rivières. Et donc c'est un peu mon axe de vie, c'est un de mes fondamentaux, c'est un de mes piliers, aimer les rivières. Mais les rivières au sens large du terme, c'est pas uniquement pour les poissons. Direction le lac Noir. Le brouillard a envahi la vallée, le temps est incertain. En ce milieu du mois d'août, un crachin frais et humide continue de progresser. Le maigre sentier longe le vallon où les troupeaux sont encore en estive. Il faut plus de 2 heures de marche pour atteindre le lac Noir, un lac alimenté seulement par des sources glaciaires. Jean-Yves Vallat est avec Hervé Genet, guide de pêche dans la région. Ce lac est tout à fait particulier parce qu'en fait, il a été aligné, il a été ensemencé, on ne sait pas comment on peut dire, par l'INRA, c'est-à-dire l'Institut national de recherche agronomique de Thonon. Et il a été alviné sans qu'on le sache, dans les années 70. Et on peut dire qu'en 90, personne n'était au courant de la présence de Christie-Vomer, sinon quelques pêcheurs qui avaient tenu jalousement le secret. Et en 90, donc, la nouvelle s'est répandue un petit peu comme une traînée de poudre dans la vallée. Et là, il y a eu un massacre. Moi, j'estime que c'est un massacre. Et au vu de cet état alarmant, puisqu'il y avait des pratiques qui étaient absolument irrecevables, la PPMA donc, a décidé de le fermer et d'instituer ces réserves tournantes, hein, c'est-à-dire 8 ans de réserve, une année d'ouverture. On a 3 types de lacs. Ceux qui sont les plus bas en altitude, on les appelle les lacs pelouses, parce qu'ils sont en effet bordés par une pelouse alpine naturelle, avec donc des apports organiques intéressants. Ensuite, un peu plus haut, on a des lacs de type froid, comme le lac Noir, là, dans lequel on se trouve aujourd'hui, donc avec un environnement beaucoup plus minéral. Et puis enfin, on a des lacs dits polaires ou glaciaires, ceux-là qui sont au pied d'appareils glaciaires, mais ils sont à piscicoles. Alors selon naturellement la typologie des lacs, on peut trouver du saumon de fontaine, on peut trouver du Christie-Vomer ou du Canada, et on peut trouver de l'arc-en-ciel et on peut trouver de la fario. Là, pas vilain. Le Christie-Vomer, j'aime bien le pêcher par ce temps-là, parce que c'est un poisson de fond qui théoriquement craint la lumière. Donc lorsqu'on a un ciel très très clair, qu'une forte luminosité, il a tendance à descendre. Mais bon, ça c'est la théorie, et en fait on peut attraper également des Christie-Vomer par un temps très très clair. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un temps qui serait favorable. Cela dépend aussi des conditions de température, donc il y a plein de paramètres que naturellement on ne maîtrise pas. La taille du Christie-Vomer, c'est 35 cm. C'est un poisson qui a une croissance extrêmement lente, et donc on estime que la reproduction ne peut se faire qu'au bout de 7 ans. J'en ai un qui est monté relativement tôt sur le petit streamer. Alors, ce sont des poissons qui sont très combatifs. Le fait de, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir d'ardillon, donc permet d'amener le poisson tranquillement sur le bord, de récupérer sa mouche et simplement, hop, en sortant, en orientant tranquillement l'arrondi de l'hameçon, on arrive à dégager le poisson. Donc le poisson n'a pas à le toucher, et il repart dans le milieu, dans son milieu, sans trop de blessures.
Dans ce lac-ci, c'est vrai qu'il n'y a que du Christiwömer, mais généralement le Christiwömer, c'est un poisson qui est grégaire, c'est-à-dire qu'il va vivre à 3, 4, 5 individus de sa taille. Ils vont vivre en banc, ensemble, et vont chasser, vont se nourrir, et vont rester plus ou moins en banc dans leur taille. Lorsqu'ils se trouvent mélangés avec d'autres salmonidés. Par contre, sur ce lac-là, c'est vrai que ce Christiwömer devient un peu plus individuel et tourne un peu plus, est un peu plus solitaire. C'est un poisson qui est normalement de fond, de très grande profondeur. Sur ce lac, on a des profondeurs de 10-12 mètres avec des petits plateaux au milieu du lac. Et dû à la pauvreté de nourriture, si vous voulez, aquatique, le Christiwömer aura tendance à chasser aussi bien des proies en surface, donc à monter très haut et descendre très rapidement sur le fond. Alors, en arrivant sur un lac d'altitude, c'est vrai que si on ne connaît pas trop ce plan d'eau, il est préférable déjà de regarder, avant de commencer à pêcher, de regarder s'il y a du vent et surtout d'essayer de repérer un peu la tombée d'insectes. Ces lacs d'altitude sont normalement assez pauvres donc en insectes aquatiques, donc ces poissons vont se nourrir essentiellement d'insectes terrestres. Et le vent, tranquillement, va, en fonction des chaleurs de plaine, va transporter ces insectes. Donc en arrivant sur un lac, si on ne voit pas de manifestation, si le poisson ne se manifeste pas trop en surface, on va essayer soit de pêcher à la tombée du vent, c'est-à-dire là où les premiers insectes vont tomber, soit éventuellement complètement de l'autre côté où lorsqu'il y aura un vent un peu plus important, un peu plus fort, le vent va rabattre les insectes sur la rive. Direction la vallée alpine où coule l'Isère. C'est la vallée des grands domaines de ski européens. Ici, la rivière Isère est puissante. Elle est alimentée par de nombreux affluents qui coulent de part et d'autre de la vallée. L'Isère subit les débits imposés par le barrage de Tignes à quelques kilomètres en amont. On est redescendu du Monal. Et donc là, on est à peu près à 1000 mètres, donc dans la vallée de l'Isère. Et le cours d'eau que nous avons devant nous, c'est en effet l'Isère. Sur un secteur qui est relativement plat, bien qu'à l'amont de Bourg-Saint-Maurice. La flotte, elle a pas l'air mal. Qu'est-ce qu'il en pense? Tu vois, par rapport à l'an dernier, il y a beaucoup plus d'eau quand même. Oui, la situation est bonne parce qu'on est dans un parcours, donc un linéaire court-circuité par les ouvrages hydroélectriques, mais il y a des apports intermédiaires donc entre le barrage, à l'aval du barrage, pardon, et puis en plus il a beaucoup plu, donc on est dans une situation qui est très favorable. C'est un secteur emblématique de la PPMA de lac Zétoran, puisque ce linéaire possède une souche méditerranéenne, enfin une souche de fario méditerranéenne. On a fait faire des études génétiques et donc depuis à peu près une dizaine d'années, on pratique une gestion patrimoniale, c'est-à-dire qu'on ne déverse aucun poisson, qu'il y a un suivi chaque année, un point de pêche électrique, et chaque année à peu près on a des biomasses quand même qui sont intéressantes, de 130 kg à l'hectare, et vu l'impact EDF, finalement, c'est pas mal. Petite fario, juste piqué sur le bord, parfait. Allez, on va la remettre dans son milieu tranquillement.
Les hommes partent de nouveau en altitude. Direction le lac de la Sassière. C'est un lac de barrage, frontière avec l'Italie. Il culmine à plus de 2240 mètres. Il fait partie du plus grand ensemble hydroélectrique de France. En montagne, la météo varie beaucoup. Et donc, on est de temps en temps dans le gros de la dépression. Puis ensuite, il y a une accalmie. Bon, donc un régime très très variable. Et puis, il faut ajouter qu'à ce régime général, se surajoutent des contextes, on va dire, locaux. Il y a des microclimats. C'est pas une galéjade en montagne, il y a des microclimats. On a des effets de pente, on a des effets d'abri. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on est pêcheur. Aussi bien pour la sécurité que pour la pêche d'ailleurs. La sécurité, bon, même si on n'a pas des lacs d'altitude qui sont très difficiles à atteindre, il faut quand même s'habiller, faire toujours attention. Mais ça, je veux dire que c'est un paramètre de la montagne et c'est ce qui en fait son charme. Puisque finalement, tout n'est pas prévisible. Et ça, je trouve qu'en termes de pêche, c'est intéressant. Donc il faut s'adapter au milieu. Et c'est vrai qu'on a suffisamment de milieux pour pouvoir se rabattre sur des positions plus basses, par exemple lorsqu'il fait mauvais. On a la chance d'avoir des milieux très très divers. Donc là, on n'est pas dans un lac naturel, on n'est pas dans un cours d'eau, on est dans une retenue de barrage. Ce lac de barrage, ce barrage a été créé dans les années 55, toujours après la guerre. Et donc en fait, les poissons que l'on trouve ici, au départ, ont été introduits. La chance qu'on a eue, c'est l'ombre chevalier qui, lui, s'est adapté et se reproduit, puisqu'on a des blocs, et l'ombre chevalier se reproduit sur des blocs. Par contre, l'arc-en-ciel, elle ne se reproduit pas. Donc chaque année, on déverse 1500 à peu près truitelles par an. Donc il faut soutenir la gestion par des déversements. Donc on déverse des poissons à ce qu'on appelle des poissons des truitelles 0+, 4-5 cm, 6 cm. Ils se développent naturellement. Et là, c'est une politique menée par la fédération, on est dans un domaine public, c'est-à-dire que toute personne qui est adhérente d'une APPMA peut venir pêcher librement ici. Et c'est une gestion fédérale, naturellement, qui est faite en accord avec la PPMA locale. Donc ce sont des déversements de poissons pour les arcs-en-ciel. Et puis parallèlement à ça, on a des ombres chevaliers qui, eux, se reproduisent naturellement. Donc toujours pareil, une diversité dans la gestion et donc dans la pêche. Là, c'est bon. Donc on va trouver de la truite arc-en-ciel et de l'omble chevalier. Donc une bonne production d'omble chevalier. L'omble chevalier, c'est vraiment un prédateur donc qui va avoir tendance à être sur les fonds, qui va venir chasser sur ces hauts fonds, alors que la truite arc-en-ciel, bien sûr, on peut la prendre aussi au verron manié, mais elle aura tendance à préférer un peu les eaux de surface. Je vais partir déjà dans un premier temps par une pêche au verron manié. Donc j'ai une monture qui est artisanale, donc avec un plomb, un hameçon simple sans ardillon, plus un petit fil de cuivre de manière à tenir le verron. Je vais simplement locher donc ce verron sur l'hameçon. Donc je vais rentrer l'hameçon dans la gueule du verron, le ressortir sur le dos. Voilà. Ma monture, donc on va dire qu'elle est presque terminée. Et je vais donc enrouler ce fil de cuivre autour de la tête du verron, de manière à tenir ce verron. Voilà. Donc là, le verron, la monture de mon verron est faite. Voilà, donc le but, c'est d'arriver à faire nager et faire sauter ce verron sur le fond, le faire rebondir. Voilà, il y en a une qui vient là. Voilà, ça c'est un omble, un bel omble. On va le faire venir doucement. Ah, celui-ci est un peu plus foncé que l'autre. Un peu plus coloré, un peu plus orangé. Voilà. Très cuivré. Très très beau poisson.
Voilà, donc au verron manié, hein, on peut, bien sûr, là, un peu spécifique pour l'omble chevalier, mais là j'ai une petite arc-en-ciel qui vient juste de se piquer. Voilà. Voilà. Une belle petite arc-en-ciel. Et il n'y a aucun barrage qui est en réserve. Pourquoi? Parce que finalement, ce sont quand même des milieux qui sont vastes. En plus, je répète, on pratique une gestion halieutique, on fait des déversements. Donc la pression de pêche, finalement, n'est pas excessive. Et je veux dire que ce milieu peut supporter une pression de pêche tout à fait acceptable, sans problème. Ça ne nous pose, nous, aucun problème. Et également, en termes de résultats, en effet, aujourd'hui, on sait que le lac de la Sassière est un peu, si vous voulez, une zone de destination privilégiée pour les pêcheurs. On a beaucoup médiatisé ça au niveau de la fédération. C'est un parcours de Savoie. Donc, c'est un peu une image de marque, pas uniquement pour les poissons, mais également pour le cadre. On est dans une réserve naturelle, un décor somptueux, donc un accès qui n'est pas trop difficile, 1 heure de marche. Et donc le gars qui vient ici, je pense que non seulement il prend du poisson, mais ensuite je pense qu'il se fait plaisir au niveau du paysage, quoi. Et il revient, finalement il a passé une très très bonne journée. La route de l'Iseran. Elle relie la Tarentaise et la Maurienne. Son col s'inscrit dans l'histoire parmi les grands passages des Alpes. C'est le passage des conquérants, des colporteurs, des brigands, des contrebandiers. Sa route fut inaugurée en 1937, il y a juste 70 ans. Elle est aujourd'hui la route des grandes étapes mythiques du Tour de France. À 2770 mètres, elle est une des plus hautes d'Europe. C'est désormais pour Jean-Yves Vallat une marche au cœur de la Maurienne, au cœur du parc national de la Vanoise. Le nom Maurienne ne trouve pas son origine dans le mot mort, relatif aux incursions des Sarrasins. Il est plutôt un dérivé du latin malus reus, mauvais ruisseau. En effet, la rivière de l'Arc qui coule au milieu de la vallée est connue pour ses crues très violentes. Voilà, depuis 2 jours, j'ai eu tous les temps. Gilles André est guide de pêche en Maurienne depuis une décennie. Il pratique les parcours no-kill, celui de Termignon et celui d'Aussois, situé quelques kilomètres en aval. Ben voilà la rivière. Alors on va aller où? Alors donc là on se trouve sur la rivière d'Arc, en Haute-Maurienne. Donc la source de l'Arc se trouve juste après le dernier village à l'Écho. Donc l'eau qui descend du glacier Lévéna. Donc cette eau qui est cristalline, elle descend, elle va traverser 3 grandes gorges. Les gorges de Bonneval-Bessan, de Lens-Villard, Lens-le-Bourg et de Termignon, Bramant. Alors ici on se trouve sur le parcours no-kill de la fédération et de Termignon. Donc ici beaucoup de poissons. Alors tout poisson pris doit être relâché. On n'a pas le droit de pêcher avec des hameçons avec ardillons. Et de plus en plus ça prend parce que maintenant, avec les nouveaux appâts artificiels pour les toqueurs, il y a plus de pêcheurs qui viennent, surtout les toqueurs, et avec les moucheurs. Donc tout le monde est content, on voit du poisson, il y a une grosse popularité. Voilà. Très très beau poisson. Ouais. Voilà, puis sans ardillon, vous voyez, on peut le décrocher gentiment, bien le remettre à l'eau. Voilà. Allez. Donc ici, on peut pêcher à beaucoup de techniques de pêche, au toc, on pêche aussi à la mouche sèche, en nymphe, nymphe à vue, nymphe à la roulette. Donc on peut déjà bien s'amuser. Hein. Voilà. Voilà, ça y est, j'en ai une. Vous voyez, juste au bord, hein. Elles sont au bord. Belle truite, ça doit être une arc. Les parcours no-kill, justement, sont ouverts à tous les pêcheurs qui ont le respect de la nature et du poisson. Hein. Justement, c'est la meilleure façon pour apprendre à pêcher, parce qu'on est sûr déjà, même si on ne connaît pas trop la technique ou si on l'a
possède pas bien, et ben on va continuer et on va voir du poisson et en faire. On va le remettre. Voilà. Pour faire un bon passage avec l'appât. La moyenne des poissons aussi, c'est 40-50 souvent. On a fait souvent des poissons qui faisaient même plus de 72, voire 80 cm. Et j'ai fait une fois un poisson qui atteignait les 90 cm. Ça, c'est vrai, je l'ai fait une fois. Hein. Là, avec les clients, bon, on va commencer à l'ouverture. Déjà, on peut pêcher déjà en sèche. Il y a pas mal d'éclosions. Hein. Ça se prête très très bien. Après ça, bon, bah, il y a la fonte des neiges. Alors là, ça va nous bloquer pendant presque un mois. Moi, je dis un bon mois, hein, parce que là, c'est impêchable. Ce qui permet de faire des mouches, ce qui permet aussi de pêcher un petit peu au toc. Ah, moi, je préfère en fin de saison, hein, septembre, octobre. Déjà, il y a déjà beaucoup moins de monde. C'est vrai que c'est beaucoup plus calme. Les poissons sortent davantage. Oui. Et il y a beaucoup moins de monde sur le parcours. Un avant-goût des Alpes du Sud, entre Maurienne et la vallée de Névache. Jean-Yves rejoint le lac de Bissorte. À plus de 2000 mètres d'altitude, il est alimenté par des torrents dont les variations de débit sont très liées à la fonte des neiges. On est en Maurienne et hier on était dans la vallée, donc sur l'Arc, à Termignon, à 1200 mètres. Et là on est monté sur un vallon latéral, donc le ruisseau de Bissorte, et on est à peu près à 2200 mètres. Et on est dans un paysage comme dans différents de la Tarentaise. Pas bien que cette année il est beaucoup plu, mais un paysage beaucoup plus sec, avec un climat presque méditerranéen à certains endroits. Et derrière nous, bon, il y a le Tabor qui fait communiquer avec la vallée de Névache, c'est-à-dire Briançon et tout. Donc on est déjà dans des Alpes de transition vers le sud. Et là, on a un ruisseau qui est très très beau. Et c'est un parcours de pêche de Savoie, avec du saumon de fontaine, de l'arc-en-ciel et de la fario. Ce qui se passe, moi je pense qu'on est toujours dans un régime de grande variation au niveau de la pression atmosphérique et les poissons n'aiment pas cela. Et donc on va attendre, et notamment on va essayer de pêcher à la sauterelle. Donc une pêche que j'aime bien, c'est une pêche à la maraude. C'est un peu une pêche d'enfance, c'est-à-dire on part avec pas grand-chose. C'est un peu lorsqu'on fait la maraude aux cerises, quoi. C'est une pêche qui demande peu d'outils, c'est-à-dire qu'on a une canne qui est très simple, on a un fil, un seul fil, une petite plombée. On ramasse les sauterelles qui sont autour et on maraude, c'est-à-dire qu'on cherche le poisson. Et moi je trouve que c'est une pêche qui est simple et qui fait appel à des sensations, notamment tout à l'heure, j'espère qu'à midi, lorsqu'on pêchera la sauterelle, on verra le poisson monter vers la sauterelle. Et ça, c'est un plaisir inouï, quoi. Et en même temps, il faut pêcher à vue et en même temps avoir un réflexe. Parce que dès que le poisson va saisir la sauterelle, il va sentir l'hameçon et il va recracher. Donc en fait, on en rate beaucoup et je trouve que finalement c'est le plaisir de sentir du poisson et de ne pas en avoir, quoi. Moi ça me fait rien que finalement que la truite s'en aille, quoi. Au contraire, je suis rassuré, je me dis bon allez, bonne chance. Je crois qu'il n'y a pas de règle absolue dans la pêche, hein. Il y a une part de chance, il y a une part de hasard. Et je dis bien, c'est beaucoup en relation avec des phénomènes météorologiques nous, on ne ressent pas. Parce que quelquefois, la truite va être active pendant un quart d'heure, puis c'est fini. Et donc, pendant ce quart d'heure, c'est vrai qu'il faut être très très concentré.
Et en fait, c'est ça la pêche, c'est-à-dire qu'il faut saisir l'occasion. Pendant 1 heure, peut-être, il n'y aura rien, mais d'un seul coup, ça va se mettre à mordre. Alors à ce moment-là, il faut être bon. Elle est jolie, celle-là. Celle-là, elle est peut-être maillée. C'est une truite de montagne qui est belle pour un torrent comme cela. On ne fait pas la maille, mais elle est très très grasse. Hein. Et puis comme je pêche sans ardillon, ben voilà, on peut la relâcher. Et donc c'est une truite qui va se reproduire cet hiver. C'est vrai que les sauterelles, naturellement, vont aller dans l'eau. Hein, s'il fait très très chaud, elles sont très actives. Donc on peut estimer que la truite, finalement, eh bien, elle s'adapte finalement à la nourriture qui lui est donnée par la nature. S'il y avait un orage, un gros orage, on aurait des eaux beaucoup plus sombres avec des vers de rive, par exemple, qui tomberaient dans l'eau. Donc à ce moment-là, il faudrait pêcher avec des vers de terre. Mais moi, ce matin, j'ai touché 3 truites et c'était au vers de terre. Et pourtant, il n'y a pas eu d'orage. Donc voilà, il faut s'adapter. Non, c'est ça le plaisir. C'est le plaisir de pêcher en accord avec l'environnement. Et non pas avec des leurres artificielles. Elle n'est pas très grosse. Hein. Voilà, c'était une petite truite. C'est une fario. Très belle robe, avec plein de petits points. Et on est peut-être en présence d'une souche intéressante, la locale. Parce qu'on a des points de différentes grosseurs et pas du tout des points concentriques. Deuxième partie du voyage, la Combe de Savoie. Un paysage plus doux, moins spectaculaire. Patrick Le Tourneau est un habitué de cette riche région agricole. C'est le terroir de prédilection pour la vigne dont l'implantation remonte à l'Antiquité. C'est ici le berceau des vins de Savoie. Plus bas, les grands axes, véritables nœuds de circulation pour accéder au bout des vallées. Première étape, l'Etlaine, une rivière douce et calme dont les eaux sont éternellement claires. Ici, les ombres et les truites sont de forte taille. La richesse et la qualité du milieu sont des atouts indiscutables. Jusqu'alors, vous étiez dans un paysage de haute montagne. Et là, nous sommes dans les Préalpes, dans la plaine, 300 mètres d'altitude à peu près. Et l'affluent de l'Isère, l'Etlaine ici, va nous emmener un jour au Rhône, puis à la Méditerranée. L'Etlaine, donc, c'est une rivière de plaine, très calme, qui coule dans un milieu alluvial, donc des galets qui ont déjà été érodés, voire très érodés, des petits graviers très fins, des limons, des accumulations qui permettent le développement de tous ces herbiers très riches pour la faune macrobenthique qui vient vivre et se nourrir de ces herbiers. Et par la suite, c'est la chaîne alimentaire, le poisson qui va aller avec. Alors dans l'Etlaine, principalement, on va trouver des truites qui peuvent naviguer jusqu'à l'Isère pour se développer, grossir, énormément grossir, et revenir ici pour se reproduire. Et puis, on trouve maintenant de l'ombre que l'on a réintroduit. On trouve de l'ombre en quantité. Il a trouvé ici une niche qui lui convient parfaitement. C'est vrai que c'est une qualité d'eau remarquable, en quantité, en débit. Là, on est à l'étiage, hein. Elle ne sera jamais plus basse, l'Etlaine. Elle est comme ça toute l'année. Au pire, elle peut être plus haute au moment d'une crue, mais sinon, elle est toujours pêchable, toute l'année. Alors, du fait de la limpidité de l'eau, cette clarté qui permet au poisson de voir son environnement parfaitement, ça rajoute à la difficulté de la pêche. Alors, je vais essayer d'attraper des truites.
Et pour ce faire ici, c'est des truites qui sont d'assez bonne taille, donc je vais essayer de les prendre avec la technique au lancer, hein, ici avec un poisson nageur qui émet des signaux visuels, vibratoires, sonores, il y a des petites billes dedans, et qui va, pour essayer de déclencher l'attaque d'un gros poisson qui généralement se cache sous les berges ou sous les branches et autres. Donc c'est une pêche d'approche très courte et il faut être très discret dans son approche. Ah, ça y est. Voilà, une magnifique truite de l'Etlen. Superbe poisson qui va vite rejoindre sa cache. C'est le pays des Bauges. De nombreuses légendes entourent sa principale rivière, le Chéran. L'une d'entre elles consiste à croire que le trésor des Templiers et un filon d'or gisent au fond de la rivière. Effectivement, de l'or existe dans le Chéran, ce qui attira de multiples orpailleurs. Cependant, aucun chercheur ne put vivre de ces découvertes. Des recherches furent entreprises en vain pour trouver l'origine de ce filon. Pour les pêcheurs, elle reste aujourd'hui l'une des rivières de Savoie les plus appréciées du département. On est dans le parc régional des Bauges, à proximité du Châtelard, la plus grosse ville de ce grand plateau calcaire que l'on a en Savoie. Grand plateau qui permet à la rivière que l'on voit passer juste ici, le Chéran, de se développer. C'est une rivière qui coupe le plateau, on va dire nord-est, nord-ouest, et qui après va plonger dans les gorges de l'Abîme pour arriver en Haute-Savoie. C'est une des rares rivières que l'on a en Savoie qui n'est pas impactée par un barrage hydroélectrique. Naturel de sa source, à quelques kilomètres plus haut, jusqu'à son embouchure dans le Fier, en Haute-Savoie. Alors de par ce caractère très naturel qui lui a été conservé, il y a une population de truites autochtones qui est fabuleuse. Nous, à travers notre gestion, on a réussi et on essaye encore de conserver cette truite, hein, c'est ce qu'on appelle une gestion patrimoniale. On fait en sorte de ne pas mettre de poissons étrangers dans cette rivière, que ce soit des truites arc-en-ciel ou même des truites pharions qui ne seraient pas d'origine baugienne ou des Bauges. Et c'est une réussite, il faut le reconnaître, c'est une grande réussite. En Savoie, le Chéran est toujours et reste le joyau de la pêche à la mouche en moyenne montagne, on va dire. On est sur un plateau, c'est une rivière, on le voit, qui a un faciès assez plat, qui va s'alterner entre des grands plats et des petits radiers, des petites cascades et tout. C'est un faciès très particulier. La qualité de l'eau, de par d'abord l'activité humaine qui est très limitée, hein, c'est de l'industrie forestière, on va dire, hein, et au point de vue agricole, c'est de l'élevage. Donc de l'élevage pastoral à travers la Tome des Bauges, hein, avec du lait de vache. Il y a quelques très rares activités porcines qui ont été, dont la pollution a été jugulée par un plan de collecte de tous les lisiers, de toutes les fermes du secteur, ce qui fait que l'eau du Chéran reste de qualité toute l'année. Là, on est en mi-juin, il y a beaucoup d'eau en Savoie, c'est une saison qui reste pluvieuse pour nous. Et l'eau, vous allez le voir, reste limpide, malgré un mois de précipitation. Parce que, de par la forme calcaire, l'eau s'infiltre. Hein. C'est un karst, le plateau des Bauges. C'est l'époque quaternaire qui nous a mis en place ce faciès, cette structure géomorphologique. Et de fait, l'eau s'infiltre énormément. La rivière reste pêchable, même après un mois de pluie. Alors, c'est une petite truite, hein, une petite fario qui doit faire 20 bons centimètres. Moi, j'ai beaucoup pêché, pas ce secteur en particulier, un peu plus bas, j'ai beaucoup pêché le Chéran. C'est une rivière qui a toujours été extraordinaire pour la pêche. C'est fabuleux, la quantité de poissons, la qualité de la faune qu'il y a. Dès qu'on retourne un caillou, il y a plein d'invertébrés, plein de petites mouches qui vont donner à la truite l'activité qui est là en permanence, tout au long de la journée. Jusqu'à présent, j'ai pêché en nymphe, une nymphe très plombée parce que malgré tout, les truites ne sont pas très actives et sur le fond. Et là, je vais essayer de pêcher avec une mousse sèche
une imitation de plécoptère. Hein. Ici, c'est une rivière qui est très riche dans ce type de mouches. Des mouches assez grosses, malgré tout, hein, hameçon de 12, hameçon de 10, en poil de chevreuil, pour essayer donc d'imiter cette proie potentielle pour nos truites. Alors, bien sûr, plus on va remonter vers l'amont, moins il y aura de grosses, et à l'inverse, plus on descendra, plus on trouvera d'énormes poissons. Ici, dans ce secteur, on va dire à 10 km de sa source, on trouve fréquemment des truites de plus d'1 kilo déjà, hein, ici. Mais la moyenne, c'est entre 35 et 40 cm. Ah, voilà une superbe truite avec une robe très caractéristique du Chéran, truite méditerranéenne, protégée en Savoie. Un beau poisson d'une trentaine de centimètres. Dominique Colliard est guide en Haute-Savoie et fréquente les larges torrents de montagne. C'est vraiment typiquement une rivière où je peux amener mes clients. Des clients qui sont peu expérimentés de la pêche, on va dire. Souvent dans une découverte de la pêche à la mouche. Après, si c'est des clients déjà beaucoup plus expérimentés, on va plutôt aller sur cette rivière, mais sur des parties beaucoup plus aval, qui sont plus encaissées, plus difficiles techniquement. C'est une rivière qui a un débit important au printemps, et puis plus on va vers l'automne, plus son débit s'amenuise. C'est une rivière très intéressante pour la mouche à cette période et jusqu'au mois de septembre, parce qu'elle est claire, elle a un débit moindre et il y a beaucoup d'éclosions d'insectes. C'est un parcours qui est remarquable ici, hein, qui est préservé, où on a le droit de conserver aucun poisson, ce qui fait que la densité est phénoménale. C'est un parcours qui est énormément pêché. Alors, aussi, ça ajoute à la difficulté puisque le poisson était un petit peu éduqué, hein, connaît tout un tas de sortes de mouches qui lui passent soit à portée du museau sous l'eau, soit en surface comme j'essaye en ce moment pour en capturer une. C'est pas grave. Ah, tu vois, regarde, beau poisson aussi. Voilà. Le Granier, la montagne qui domine Chambéry. On entre dans un autre domaine naturel, la Chartreuse. La région est très préservée des larges vallées. Elle est comme un havre de paix qui a longtemps été le domaine des moines. Ce matin, on a traversé le col du Granier, on a traversé la plaine de Chambéry pour arriver ici, dans le massif de la Chartreuse. Voilà une belle fario. Deux rivières traversent la Chartreuse. Le Guillet et son affluent le Cauzon. Un cours d'eau qui coule au milieu du village de Saint-Pierre-d'Entremont où pêche le guide Didier Chapelle. Les conditions d'aujourd'hui ne sont pas favorables pour pêcher en mouche sèche, donc je vais m'adapter au profil de la rivière et je vais essayer de rechercher le poisson en nymphe lourde. En nymphe lourde, dit style roulette. Donc la nymphe lourde consiste avoir une nymphe, donc comme le nom s'indique, qui est assez lourde. Et donc nous allons prospecter pratiquement sous la canne avec le mouvement de l'arbalète afin de bien faire pénétrer la nymphe 3/4 amont par rapport au poste recherché, la laisser évoluer et en fin de dérive faire une petite animation pour déclencher l'attaque du poisson.
La caractéristique de cette rivière, c'est une rivière donc de moyenne montagne et qui nous permet quand même de pratiquer un petit peu toutes les techniques de pêche à la mouche. Donc que ce soit aussi bien, donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la nymphe lourde, la nymphe au fil, donc les nymphes légères, la noyée pleine aval et également la pêche à vue. Voilà une des caractéristiques de cette rivière qui est vraiment bon, qui n'est pas très large, mais qui a un beau potentiel de poissons. Alors, on voit ici qu'on est aux sources du Guiers. C'est les sources d'une rivière emblématique pour la Savoie, le Guiers, qui fait la frontière entre de ce bord-ci, la Savoie, du Mien, l'Isère. Et elle va faire frontière jusqu'à sa confluence avec le Rhône, à Saint-Genis-sur-Guiers, à peu près 45 km à l'aval d'ici. Donc ici, à la source, on est déjà dans une configuration d'une jolie rivière pêchable, pleine de petits poissons, on va dire, parce que quand même, c'est un faciès on est déjà très élevé, on a plus de 1000 mètres ici. Hein. Et il ne faut pas rêver, sur ce site-là, les plus gros poissons feront 30-35 cm grand maximum. Ici, on est aux portes du parc de la Chartreuse. Hein. C'est un coin qui est préservé. Le parc de la Chartreuse a été édifié il y a une quinzaine d'années, justement de par sa richesse d'entrée. C'est un massif calcaire, très riche en faune et flore. C'est un coin magnifique. Le paysage est époustouflant ici, c'est un cadre rêvé pour la pêche. Le guier, ici, le guier vif, hein, parce qu'il y a le guier vif qui coule, qui sort là de 3 grandes sources, 3 grandes résurgences calcaires. C'est de l'eau d'infiltration dans le massif, de l'eau purifiée. Donc, c'est une eau qui est limpide, d'une richesse absolue. Plus poussé. Bon, depuis le temps qu'on pêche là, il faut prendre une truite là. Ici, on peut pêcher la truite en toute saison. La meilleure période, c'est le printemps, hein, c'est d'avril à juillet. Après, les truites, on va dire à partir de mi-août, elles sont déjà en phase de reproduction. Et nous, on préfère préserver ces endroits-là et ne plus venir pêcher. Mais c'est toujours pêchable. Alors là, j'ai une touche, peut-être une petite. Il ne faut pas l'abîmer. Ah ouais, super. Voilà. C'est aussi un lieu de reproduction ici, ces sources du Guiers. On le constate avec des jolis petits poissons comme ça, des juvéniles. Alors là, je pêche au toc, aux appâts naturels, avec un petit morceau de verre, enfilé sur un hameçon. Donc là, j'ai mis très peu de plomb, j'ai 1,5 g de plomb. Alors que si on doit pêcher dans les grosses fosses plus à l'aval, où il y a plus de courant et plus de fond, on peut aller jusqu'à 3 à 4 g de plomb pour pouvoir descendre à la hauteur où se situe le poisson, où se trouve le poisson. Là, ce qui compte, c'est la discrétion. Le problème, c'est qu'on ne peut pas pêcher très loin à la pêche au toc. Je pêche au maximum à 10 mètres devant moi, grand maximum. Ce qui fait que voir les poissons dans ces conditions-là, c'est difficile. Et souvent, un poisson, quand nous-mêmes on le voit, il y a de grandes chances pour qu'il nous ait vus également. Là, on est à l'aval du cirque de Saint-Même, on est 5-6 km plus bas que le cirque. Et déjà, le Guiers a reçu un gros affluent. On est dans le Guiers vif toujours, il a reçu le Cozon juste à l'amont. Et là, on est dans un secteur de gorge, puisque le Guiers plonge dans une faille de la Chartreuse pour aller beaucoup plus bas, où il va rejoindre le deuxième Guiers, le Guiers mort. Et là, on a un faciès de gros blocs, on est dans une faille. Et ça va descendre les gorges du Fou, comme ça, sur un dénivelé de 500 mètres, jusqu'à Saint-Genis-sur-Guiers. Alors voilà, de très jolies truites du Guiers. On est à l'entrée des gorges du Frou. Voilà, une magnifique fario. Pris au toc. À qui on va rendre sa liberté, tellement elle est belle. Superbe poisson.
j'ai juste mis beaucoup plus de plomb pour que mon appât ait une dérive à peu près naturelle et qu'il passe au niveau des blocs des fonds où les truites sont postées et où elles attendent de voir passer soit un ver, soit un invertébré. Là, c'est un secteur où il y a déjà beaucoup de plus gros poissons. Là, j'en ai pris un qui faisait à peu près 35 cm. Il y a beaucoup plus gros poissons là. On imagine très bien une très grosse truite là-bas sous cet énorme bloc qui doit faire plus de 2 kg. Elle est là. Maintenant, il faut qu'elle morde. Le lac d'Aiguebelette est blotti au creux du dernier chaînon jurassien, à la lisière des Préalpes. C'est un lac de 2e catégorie. Il appartient à la famille de Chambaud et à EDF. On dit de cette étendue d'eau que c'est une véritable perle d'émeraude. Moi, le Lavaret, je le pêche depuis bientôt 20 ans. Et quand je dis 20 ans, je le pêche je ne sais pas combien de fois dans l'année. Je prends déjà juste un mois de vacances pour la pêche du Lavaret au mois d'octobre. Donc ça fait déjà 30 fois, je dois pêcher une centaine de fois, de jours sur ce lac. Donc on va dire un tiers de l'année. C'est vrai que je ne le connais pas par cœur, mais je le connais très bien, quoi, en fait. Et ici, les deux grands lacs savoyards, Aiguebelette et le Bourget, il y a beaucoup de Lavaret. Alors la pêche du Lavaret, c'est une pêche bien particulière qu'on appelle la pêche au canin. Donc le canin, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite canne que j'ai entre les mains là. Et au bout de cette canne, il y a une ligne qu'on appelle gambe. Ici dans notre jargon, une ligne qui est composée d'une multitude d'hameçons, de 18 hameçons, ni plus ni moins. Enfin on peut en mettre moins mais pas plus. Donc au bout de ces hameçons, il y a des imitations de larves de chironomes. C'est-à-dire, en fait, c'est l'imitation d'un insecte qui éclot dans le lac à certaines périodes. Donc on pêche avec ces imitations. Ces imitations, en fait, elles naissent d'un ver de vase. Au fond du lac, il y a de la vase. Il y a des vers de vase qui, arrivés à un certain stade, se transforment en chrysalides. Nous, on imite ce stade-là, le stade larvaire, donc le stade de la chrysalide, qui monte en surface. Une fois que cette chrysalide est arrivée en surface, il sort un diptère, une petite mouche, qui s'envole. Par mon geste ample, comme ça, lent, j'imite la montée de la nymphe et le corégone, le Lavaret. Si les nymphes l'intéressent, bien évidemment, et qu'il est un peu fin, il vient tirer sur cette nymphe et donc on sent bien la touche au niveau des doigts. Alors, suivant son humeur, bien entendu, le Lavaret, il tire plus ou moins fort. Donc c'est pour ça que c'est une pêche où il faut bien rester concentré. Et puis on a beau avoir du poisson sous le bateau, on appelle ça la pêche du poisson du diable, parce que malgré le nombre élevé de poissons qui passent sous le bateau, des fois il n'y en a pas un qui tire sur la gambe. Donc on essaye. Ce qui fait un peu le charme de cette pêche, c'est que c'est une pêche qui est très technique et qu'on ne prend pas du poisson aussi facilement qu'on pourrait le croire. Donc c'est un peu cette pêche, enfin ce type de pêche qui m'intéresse, parce que c'est pas facile. Ah ben j'en ai un. On appelle ça avoir la main. Et je vais essayer de vous le montrer. Là, je mets une rallonge. Il faut savoir que la taille légale, c'est 35 cm. Et donc, là, je vais le prendre avec précaution. Celui-là, il ne fait pas la taille. Hein. Il doit faire 33, 34. Les meilleures saisons, je veux dire, il y en a à peu près 3. À l'ouverture, c'est-à-dire au mois de février, mars, les Lavarets sortent de l'hiver et donc ils se nourrissent plus. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on touche beaucoup de petits Lavarets, c'est-à-dire des Lavarets non maillés. Ensuite, il y a la période juin, juillet, août, où le lac se charge en plancton. Les Lavarets sont beaucoup plus hauts dans la couche d'eau et là, on les prend vraiment au large. Et après le mois d'octobre, juste avant la fermeture,
Là, on touche vraiment aussi de jolis poissons. Donc on peut dire que sur l'année, il y a trois gros coups. Voilà, un poisson à lavaret maillé de 36 cm. Le lavaret, c'est un poisson grégaire. Qui dit grégaire dit que c'est un poisson qui se déplace en bancs plus ou moins importants. Et donc, quand un pêcheur de lavaret prend 1 ou 2 lavarets à la suite, forcément, les pêcheurs alentours ont tendance à se rapprocher. Parce que vu que c'est un poisson qui vient en banc, il dit si lui il a pris 2-3 poissons d'affilée, c'est que le banc passe vraiment où ce pêcheur-là se trouve. Donc forcément les autres pêcheurs viennent sur lui. 90% de ma pêche, c'est donc la pêche du lavaret, du Corrigan, sur ce lac d'Aiguebelette. Mais bien sûr, j'adore pêcher aussi le brochet sur le lac du Bourget, parce qu'il y a quand même une grosse population de jolis brochets sur le lac du Bourget. Le lac du Bourget, par rapport à celui d'Aiguebelette, est quand même 10 fois plus grand. Son volume d'eau représente environ 3,6 milliards de mètres cubes d'eau. Pour vous donner simplement une idée, on pourrait, rien qu'avec le volume d'eau du lac du Bourget, pendant 1 an, on pourrait fournir de l'eau potable à toute la France. Fin du périple. La Savoie est un véritable réservoir. Des lacs du Bourget et d'Aiguebelette aux hautes terres des massifs alpins, le département est une invitation à la diversité des pêches.